Alors, le travail que j'avais réalisé était centré, comme cela vous a été dit, sur un édit particulier qui est l'édit de 1668 qui applique en Béarn l'édit de Nantes ou en partie. J'y reviendrai. Mais pour ne pas être trop pointu et trop érudit, j'ai essayé de donner un petit peu d'ampleur chronologique au sujet en partant bien avant, un siècle avant, en 1561, pour aller jusqu'à 1685, qui est la révocation de l'édit de Nantes. Et donc, je vais, sur ce thème, je vais commencer par deux citations qui viennent des mémoires d'un personnage dont vous avez sans doute entendu parler, qui s'appelle Nicolas Foucault, qui a été intendant de Béarn. Et la première citation est datée d'avant la révocation, celle d'après. Ça concerne les questions religieuses. Donc il s'adresse aux protestants béarnais. Vous verrez que vos pères se sont abjurés sans raison légitime et se sont séparés de nous par des motifs purement temporels, que le libertinage et l'intérêt particulier ont donné naissance à votre religion et que l'ignorance ou la faiblesse de ceux qui l'ont suivi vous y a fait naître. Cherchez l'argumentation religieuse, vous n'en trouverez aucune. On est dans un discours d'ordre politique. Et après la révocation, le Béarnais a l'esprit léger, et l'on peut dire qu'avec la même facilité que la reine Jeanne les avait pervertis, ils sont revenus à leur religion de leur père. On est tout à fait dans cette même démarche qui est une démarche d'ordre, on va dire, politique. Voilà, donc je vais développer mon argumentation, je suis désolé Ricardo, en 4 points et non pas en 3, ce sera un peu moins académique. J'essaierai de ne pas être plus long non plus. Tout simplement, donc, un premier panorama sur la mise en perspective chronologique. Donc, 1561, 1620. Un point sur les acteurs, les personnages que l'on va rencontrer et pour les situer les uns par rapport aux autres. Et ensuite, je continuerai de 1620, c'est-à-dire du rattachement du Béarn à la France, jusqu'à cette année 1668, qui est une année assez décisive pour le Béarn. Et puis, donc, je terminerai sur le cœur de ce texte, et pour vous en montrer toute l'originalité et toute la subtilité qui provient en grande partie des serviteurs de la monarchie, qui s'applique à la rendre de plus en plus absolue durant ce règne personnel de Louis XIV. Donc, commençons par la première période. 1561-1620. Pourquoi 1561? Parce que c'est l'année au cours de laquelle Jeanne d'Albret décide, donc reine de Navarre, dame souveraine de Béarn, décide d'adhérer à la nouvelle religion, donc religion réformée d'inspiration calviniste à ce moment-là, bien qu'elle a longtemps hésité sur la forme à choisir, et elle le fait en tant que souveraine de Béarn et reine de Navarre, responsable du salut de ses sujets. Souverain chrétien, responsable du salut de ses sujets, elle pense que c'est la meilleure voie pour son peuple. Et nous sommes dans un pays dans lequel, durant les règnes précédents, sous les souverains Albret, Jean III et Henri II, eh bien, les affaires d'Église ont été étroitement soumises aux affaires de l'État. Les évêques siègent à l'Assemblée des États de Béarn, l'Assemblée comme les États généraux de France, qui rassemblent le clergé, la noblesse et les tiers-États. Et le président né d'ailleurs des États est l'évêque de l'Escar. Ces évêques sont des administrateurs du royaume. Ces évêques ont participé à la réforme de l'État, et notamment l'évêque de l'Escar a œuvré pour la réforme des forts de Béarn, et ces évêques prêtent serment au roi de Navarre, serment de fidélité. Et donc, les souverains interviennent dans le religieux. Et même pour l'anecdote, le Jean III,
qui est le grand-père de Jean d'Albret, lorsqu'il était roi de Navarre et régnait à Pampelune, avait eu un grand projet de créer un archevêché à Pampelune dont dépendraient tous les évêchés de ces territoires. Alors il s'est heurté au roi de France, il s'est heurté au roi d'Aragon, et ça n'a pas abouti. Mais donc il y avait une réelle vision religieuse dans la politique des souverains de Navarre à cette époque-là. Donc 1561, eh bien, une première ordonnance, Jean d'Albret prend à Nérac, l'autre capitale des rois de Navarre, qui est la capitale de l'Albret, une ordonnance par laquelle elle met en place globalement le simultanéum. Alors, le simultanéum, pour résumer rapidement, c'est la mise à disposition d'un lieu de culte pour deux églises, pour deux religions. C'est quelque chose qui se pratique en Alsace, qui se pratique en Suisse dans certaines églises. Alors, simultanément, on partage le même lieu, pas en même temps. On se répartit, il y a des heures qui sont d'attribution. Et il y a des règlements qui ont suivi. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie qu'on ouvre les églises officiellement aux prédicateurs de la nouvelle religion. C'est favoriser cette introduction. Février 1564, Jean d'Albret a mis en place la première église réformée de Béarn, et alors qu'elle va entreprendre le grand tour de France royal avec Charles IX, eh bien, elle prend, avant de partir, une patente, une ordonnance sur la liberté de conscience. Très beau texte, un des premiers qui est pris par un souverain, et qui accorde la liberté de conscience. Mais la liberté de conscience, ça signifie qu'il y a désormais, s'il y a liberté, c'est qu'il y a la liberté de choix, c'est qu'il y a deux religions. Et donc cette liberté de conscience est plutôt favorable à la nouvelle Église qui venait d'être créée, puisqu'on reconnaît son existence désormais. Et on reconnaît qu'il y a deux Églises, alors que la règle jusqu'à présent, c'était une seule Église. Et les choses avançant et mûrissant, et les guerres de religion françaises progressant, eh bien, les choix religieux se font de plus en plus tranchés. Et en juillet 1566, alors qu'elle s'apprête à quitter la cour de France, eh bien, Jean d'Albret va prendre une ordonnance dont on peut reprendre un extrait, alors là, qui ne laisse plus de doute sur son intention, sur l'entière repurgation de l'idolâtrie romaine. Il s'agit de faire disparaître l'Église catholique. Alors à cette époque-là, nous sommes... le Concile de Trente vient à peine de se terminer, et dans une époque où on pense encore que l'Église catholique médiévale, à laquelle on a reproché beaucoup de choses, est en train de mourir de sa belle mort, et finalement cette mort, on va un peu la hâter, et c'est la nouvelle Église qui va surgir. Et donc, de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit de restreindre le culte catholique, et de le restreindre surtout à l'espace privé, et de le retirer de l'espace public. C'est une façon une période de transition. Et donc les choses auraient pu progresser comme ceci, et on aurait pu rester dans un régime biconfessionnel, sauf que, au cours de la Troisième Guerre de religion, 1569, et le Béarn est envahi par les troupes du roi de France, et une partie des barons béarnais, et le clergé catholique, vont suivre finalement cette intrusion française en Béarn. Sauf que Jean d'Albret, qui est à La Rochelle avec les Coligny et la grande noblesse française, monte une armée de secours qu'elle confie donc au comte de Montgomery, qui va reprendre le Béarn en quelques semaines et venir au secours de Navarinx, qui est la seule place à résister à ce moment-là, dirigée par le baron d'Arros. Elle est victorieuse. Ces lieutenants généraux, le baron d'Arros et Montgomery, qui sont sur place à ce moment-là, vont prendre une série de mesures. Septembre 69, confiscation des biens de tous les révoltés. Octobre, saisie des biens ecclésiastiques. Janvier, interdiction du culte catholique. Le clergé est considéré comme ayant
collaborer avec le roi de France, il est considéré comme criminel de lèse-majesté. C'est une bonne occasion pour prendre ce texte-là. Et donc, plus de catholicisme en Béarn officiellement par la loi. Il faut reconstruire une église. Quelle église? Quelle forme? Quelle relation entre l'église et l'État? Comment vont fonctionner les institutions de l'église? Les institutions ecclésiastiques? Comment est-ce qu'on va gérer les biens ecclésiastiques qui ont été confisqués? Eh bien, Jean d'Albret va prendre un grand texte, une ordonnance en 77 articles, beaucoup plus, presque le double des ordonnances anglaises, par exemple, qui sont prises la même année. La Suède prend des ordonnances à ce moment-là, au même moment. On est véritablement dans l'ère du temps. Cette ordonnance est un texte tout à fait construit, hein, qui donne un statut à une église et régit les relations entre l'église et l'État. C'est un texte tout à fait étonnant, sur lequel on pourrait passer une heure en le mettant en perspective avec ce qui se passe dans l'Europe du temps. Donc c'est ce document que je vous projette là. Et donc de 1571 jusqu'en 1599, eh bien, le Béarn va vivre sous ce régime-là de la nouvelle religion d'État. Alors vous savez qu'en 1599, c'est une palissade, c'est après 1598. 1598, c'est l'édit de Nantes. Et l'édit de Nantes qui est pris par Henri IV, roi de France, mais Henri IV est roi de Navarre et souverain de Béarn. Et le pape va lui dire, mais vous protégez les protestants dans votre royaume de France, mais les catholiques n'ont pas droit de cité dans votre principauté de Béarn. Donc il va prendre un édit, qui est l'édit de Fontainebleau. On aura beaucoup d'édits de Fontainebleau à cette époque-là, résidence d'été des rois de France, qui est le pendant donc de l'édit de Nantes pour le Béarn. Et autant l'édit de Nantes est un édit de protection de la minorité protestante en France, autant l'édit de Fontainebleau est un édit de protection de la minorité catholique en Béarn à ce moment-là. Donc qu'est-ce qu'il accorde aux catholiques béarnais? Liberté de conscience, liberté de culte partout, mais dans les maisons. Le retour des évêques, c'est le grand retour des évêques, et donc Pierre d'Abadie de Saint-Castin, puis Jean de Salette à l'Escar, et Arnaud de Maïti à Oloron. Le rétablissement du culte catholique dans 12 villes, donc au choix des évêques, sauf dans les villes où il y a des pasteurs. Ça restreint un peu le choix. C'est une réintroduction prudente. Et les salaires des pasteurs et des professeurs de l'Académie d'Orthez, de même que l'entretien des bâtiments, continueront à être assurés sur les biens ecclésiastiques. Un mot sur les biens ecclésiastiques parce que c'est un élément crucial de cette affaire-là. Tous les biens d'église ont été confisqués. Dans beaucoup de pays européens, ils ont été placés sous l'autorité du prince, qui d'ailleurs va se servir abondamment dans ses biens d'église, comme l'a fait Henri VIII en particulier en Angleterre. Là, ce n'est pas le cas. Les biens d'église ont été confiés à un conseil ecclésiastique qui est dirigé par un diacre général qui est un trésorier. Et donc il est confié à une institution, une sorte de chambre, un peu comme une chambre des comptes qui gère les biens de la maison royale. Donc il y a une institution qui gère ça, c'est bien. Voilà. Et donc cette institution finance les salaires des pasteurs, les salaires des enseignants, les salaires à l'Académie d'Orthez et l'entretien des temples anciens des églises devenues temples. Et donc là, eh bien, cette institution reste et c'est cette institution qui va financer les évêques. Les évêques vont devenir des salariés de cette chambre ecclésiastique comme le sont les pasteurs, ce qui est assez étonnant. Mais bon, dans la tradition catholique, les choses ne se passent pas comme ça et ça va être remis en cause par la suite. Donc, et vous verrez que par la suite, le problème essentiel, ce n'est pas tellement le rétablissement du culte catholique, parce que les protestants béarnais sentent bien qu'il va falloir faire des concessions, c'est surtout la question des biens. Parce que quand on touche aux biens, c'est l'existence même des institutions qui sont derrière.
Alors, 1607, il y a un premier édit de main levée des biens ecclésiastiques, donc de restitution, qui n'est pas appliqué. 1608, le culte catholique est rétabli dans les quatre principales villes. Donc ça, on continue. 1610, la cathédrale de l'Escar est rendue au culte catholique. 1613, c'est l'église de Naï. Et à partir de 1614, les évêques béarnais demandent plus. Et comme sur place, ils ont du mal à se faire entendre, ils vont s'adresser aux États généraux de France, les derniers États généraux qui sont convoqués avant la Révolution française, à l'Assemblée générale du Clergé de France, qui vont faire pression sur le roi pour les rétablir dans toutes leurs prérogatives. Et c'est ainsi que le Conseil d'État français va décréter le rattachement du Béarn au Royaume de France, et l'année suivante, donc 6 mois plus tard, un édit de main levée des biens ecclésiastiques va être pris. Mais les Béarnais résistent. Le Conseil souverain qui dirige le Béarn, qui s'appelle d'ailleurs, qui a pris pour nom le Parlement de Pau, refuse d'enregistrer ces édits et va donc s'opposer au roi. Ceci va durer pendant 3 ans, et en 1620, le jeune Louis XIII, qui est parti en guerre contre sa mère et qui a battu les troupes réunies par sa mère au pont de Cé près d'Angers, poursuit son trajet jusqu'à Bordeaux, et de Bordeaux, il va mener une incursion jusqu'en Béarn, et il va arriver à Pau. Donc, le 15 octobre 1620, il va rentrer à Pau, et 4 jours plus tard, le 19 octobre, il va prendre en lit de justice, c'est-à-dire qu'il préside le Parlement de Pau à ce moment-là, pour imposer les édits. Et à partir de 1620, eh bien, le catholicisme est rétabli intégralement en Béarn et rétabli dans ses biens. En contrepartie, les protestants obtiennent l'autorisation de construire, ils sont chassés des églises, de construire de nouveaux temples. Et en 1620, on va construire un peu partout en Béarn de nouveaux temples dans les années 1621-24. Voilà un peu la situation. Vous voyez, on est parti d'un régime où le protestantisme est devenu la religion de l'État, et là, on est dans un point de bascule, et qui va, on va dire que la bascule va se retourner complètement de l'autre côté. Tout ceci sans que, en dehors de 6 mois pendant l'année 1569, il y a eu de guerre civile ou d'affrontements sanglants. Tout se fait par l'ordre et par l'État. Donc, ce régime de 1599, eh bien, il va poser des problèmes. Pourquoi? Parce que l'édit était destiné à protéger les catholiques, mais il n'était pas destiné à protéger les protestants. Et donc, après toute la réglementation qui va intervenir, va pouvoir s'appliquer au détriment des protestants sans qu'il y ait de texte finalement qui s'opposent. Par exemple, donc, fermeture de l'Académie d'Orthez en 1620, et on crée en 1622 le collège des Jésuites. Et des requêtes sont déposées par les protestants pour recréer un collège qui serait à Morlas. 1624, refusé. Et puis, le roi, lorsqu'il est arrivé en 1620, il a créé le Parlement de Navarre. Le Parlement de Navarre, qui est l'institution qui va diriger le Béarn, grande cour de justice souveraine. Cette cour de justice souveraine, elle va être composée uniquement de catholiques. Et dès qu'il y a un problème de conflit entre catholiques et protestants, les juges seront tous catholiques. Et là, ça pose un problème quand même de conflit, on dirait de conflit d'intérêt aujourd'hui. Or, l'édit de Nantes avait prévu ça. L'édit de Nantes avait prévu des chambres mi-parties. C'est-à-dire que quand il y avait un problème qui opposait catholiques et protestants en France, eh bien, dans ces parlements, on réunissait des juges, moitié d'une religion, moitié de l'autre, pour essayer de juger de façon plus équilibrée les conflits. Or là, ce n'est pas le cas. Et donc, systématiquement, les protestants béarnais vont se retrouver en position défavorable. Vous voyez que la situation s'est complètement renversée pour eux. Alors, et les choses vont s'accentuer jusqu'en 1620. Alors,
Ah oui, là j'avais une diapositive sur la chevauchée de Louis XIII en Béarn et une gravure qui représente symboliquement Louis XIII foulant l'hérésie et rétablissant la vraie religion, et le rétablissement des ecclésiastiques en Béarn. Alors, les acteurs. Alors, on a des acteurs qui sont les acteurs de la réforme catholique. On a des acteurs, on va dire, administratifs et politiques. Et on a des acteurs aussi royaux. Donc, rapidement, pour faire le point. Les acteurs, d'abord, catholiques, naturels, ce sont les évêques. Donc, la famille des Maïtis, à Oloron, donc, et les évêques de l'Escar. Les évêques de l'Escar, je n'ai pas trouvé de portrait, et pour les Maïtis, j'en ai donc trouvé un qui se trouve à l'évêché de Bayonne, mais je n'ai pas réussi à identifier clairement qui était cet évêque-là. Alors, cet épiscopat est revenu donc en Béarn, et il a tout à reconstruire. Et comme partout en France, il n'y a plus de clergé séculier, de curé. Donc, sur qui s'appuient les évêques? Ils s'appuient sur les ordres religieux. Les deux ordres religieux qui ont été réintroduits en Béarn à ce moment-là, ce sont, vous les connaissez, les Barnabites à l'Escar et les Jésuites à Pau, qui sont des congrégations initialement missionnaires qui deviendront par la suite des congrégations principalement enseignantes, mais tout en gardant les deux fonctions. Et puis il y a également d'autres ordres qui vont être rétablis, les Capucins en particulier, qui est un ordre très formé à la controverse. Et bon, progressivement, ces ordres sont introduits. Il faut attendre à peu près les années 1650 pour que l'ensemble des ordres soient rétablis. Pour que le clergé commence à être le clergé séculier, les prêtres dans les paroisses commencent à être présents un petit peu partout, il faut attendre une génération de plus. Il faut attendre les premiers clercs qui arrivent, sont des bigourdans. Notre ancienne collègue Véronique Cassagnier a rédigé sa thèse sur la contre-réforme, qui sorte en Béarn au XVIIe, et elle a bien montré que les clercs, on n'a pas de vivier sur place, il faut le recréer. Et donc ce sont des bigourdans qui arrivent, et ils sont remplacés progressivement par des Béarnais, mais le séminaire qui va être créé en Béarn, qui va être tenu par les Lazaristes, va être créé très tard, il va être créé justement au moment de la révocation de l'édit de Nantes. C'est un des plus tardifs d'ailleurs. Donc, réintroduction progressive. Donc ces évêques luttent pour rétablir leurs prérogatives. Et alors il y a des choses qui les gênent en particulier, c'est que comme en France les protestants n'ont pas le droit de culte dans la capitale royale, dans Paris, donc ils vont en Charenton, ils trouvent quand même que les protestants ils ont un temple donc à Pau, et que c'est pas normal. Donc ils voudraient le faire supprimer parce que Pau c'est la capitale. Voilà. Et donc ils vont entreprendre, ils vont intenter des procès pour fermer le temple de Pau. Même chose pour Oloron, et on nous dit que, eh bien, que c'est trop, le temple de Oloron est trop proche de l'église Saint-Pierre, il est sur la place Saint-Pierre, donc, les Capucins ont leur couvent en contrebas, et donc ils ne pouvaient s'empêcher d'être troublés en célébrant la Sainte Messe par la voix du ministre et le chant des psaumes de Marot, ce qui donne un grand sujet de murmure et d'aversion à un grand nombre de marchands espagnols qui font leur commerce en cette ville. Là, on a l'argument commercial aussi, l'argument économique qui arrive. Et donc, voilà, donc l'évêque d'Oloron entame une procédure pour faire partir les protestants de la ville. Et pour le reste, eh bien, que disent les évêques béarnais? Ils disent, puisque nous avions, au temps de l'édit de Fontainebleau, 1599, 12 lieux de culte, eh bien, ce serait normal que les protestants maintenant n'aient que 10 lieux de culte. Et donc, ils vont essayer de réduire le nombre de lieux de culte dans cet espace béarnais. Donc, voilà le côté clérical. Alors, côté parlementaire. Le Parlement est catholique. Et il a à sa tête un personnage tout à fait éminent, qui s'appelle Thibaut de Lavie. Les Lavis sont des catholiques béarnais qui
au XVIe siècle, ont été les représentants du ce qu'on appelait le Conseil de Bordeaux des rois de Navarre. Ils représentaient les intérêts du roi de Navarre à Bordeaux. Et ils étaient également membres du Parlement. Thibaut de la Vie est quelqu'un qui n'est pas n'importe qui, parce qu'il est le neveu de Montaigne par sa mère. Donc il fait partie de son milieu béarnais. Il a été avocat général au Parlement de Bordeaux. Et donc, à partir de 1655, il va succéder à son père comme premier président du Parlement de Navarre. Alors, famille catholique. Son oncle François de la Vie était jésuite et il aurait été l'auteur d'un traité disparu intitulé « Discours de la possession du diable des Huguenots ». Vous voyez, on est dans la... Bon, c'est la logique de l'affrontement des discours religieux. Et donc, un historien nous dit, du temps dit que l'évêque d'Oloron excitait puissamment le zèle impétueux de la vie. Hein, donc, ce serait le bras armé finalement de l'évêque d'Oloron. Mais on sait ce qui se passe aussi à Toulouse et à Bordeaux à ce moment, c'est que derrière ces personnages de pouvoir, il y a une société plus ou moins secrète qui œuvre pour le rétablissement du catholicisme, qu'on appelle la Compagnie du Saint-Sacrement. Et donc on pense que ce schéma que l'on connaît à Bordeaux ou Toulouse s'est reproduit ici. Et donc le Parlement, mené par Thibaut de la Vie, bien, va prendre une série de mesures. Et sur quoi s'appuie-t-il pour réduire le protestantisme en Béarn? Et bien sûr une argumentation historique. Et il va même missionner un personnage qui s'appelle Pierre de Salefranc, dont on connaît l'œuvre inédite qui s'appelle L'histoire de l'hérésie de Béarn, qui a été publiée par l'honorable société qui est la Société des sciences, lettres et arts de Pau et de Béarn, donc publiée par le chanoine du Barat, et qui est un texte très intéressant, qui est une compilation de tous les textes à charge contre les protestants. Donc il y a toute une argumentation qui se prépare, et le discours historique est un discours argumentaire. Alors, quels sont les arguments? Le premier point, c'est un exposé juridico-politique selon lequel le protestantisme ayant été installé par la loi en Béarn, il est légitime qu'il en soit ôté par la même voie. On reste dans cette logique-là. Le second point, sur le caractère irrationnel finalement de toute opposition à l'ordre du royaume. Et il assimile le protestantisme, je cite, à une maladie de l'esprit. Maladie de l'esprit. Et donc, vous voyez, folie, qu'est-ce qu'on oppose à la folie? Donc il est raisonnable de donner des bornes à la liberté qu'elle avait usurpée. Et donc il est raisonnable de donner des bornes. Voilà l'argumentation. Alors, malheureusement pour lui, Thibaut de la Vie n'est pas seul. Et il y a une guerre intestine en Béarn entre deux grands personnages, le président du Parlement, qui se considère comme le petit roi local, mais il y en a un autre, c'est le gouverneur, le chef militaire qui est nommé par le roi, qui s'appelle Antoine III, duc de Gramont, prince de Bidache, maréchal de France, et qui a l'oreille du roi. Et les protestants béarnais se font habilement représenter auprès de lui par un de leurs principaux représentants, qui est leur député officiel, qui s'appelle Charles d'Auture, baron de Sévignac, et qui va conduire toutes les procédures en défense devant les institutions juridiques donc devant le Parlement. Donc là, vous avez, là j'ai retrouvé donc les portraits des protagonistes, donc avec ce duc de Gramont. Alors il faut dire que Thibaut de la Vie est très fidèle à la monarchie, et les Gramont, et le fils Gramont est un grand ami du duc d'Orléans, qui est compromis dans la Fronde. Donc on a des affaires politiques derrière. Donc on a des implications politiques, des implications personnelles, des rivalités politiques locales. Et donc le gouverneur va être le défenseur des protestants.
et va essayer de ralentir le zèle du Parlement. Dernier personnage, celui que vous avez à droite, il a un petit air de famille avec le président, notre maire, semble-t-il. Avec Bayrou, c'est vrai. En revoyant. Alors, qui est-il? Personnage très important aussi. Il s'appelle donc Claude Pelleau. On va dire, c'est pas très. Ça sent son roturier, mais ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui parce qu'il est intendant de Guyenne. Et intendant de Guyenne, donc il est à Bordeaux, mais il s'occupe des affaires béarnaises. Il est marié à une cousine de Colbert. On dit qu'il est l'homme de Colbert. Certains historiens l'ont qualifié de modèle de l'intendant, c'est-à-dire l'œil du roi dans la province. C'est aussi un homme de confiance du chancelier Séguier. Et d'ailleurs, en remerciement de ses bons services en Béarn, en 1669, une fois que l'édit va être pris, il va être nommé premier président du Parlement de Rouen, donc du Parlement de Normandie, qui est un des grands parlements français. Il restera jusqu'à sa mort en 1683. Alors, Claude Pelleau s'est vu confier par le roi une enquête par lettre patente de décembre 64. En tant qu'envoyé du roi dans la province, il va procéder de manière très administrative en se posant en arbitre entre les différentes parties et il va remettre au roi un rapport accompagné de pièces justificatives, donc très administratives dans les règles, qui est un élément important qui va servir d'appui pour de nouvelles restrictions. Et en particulier, ce rapport contient un dénombrement des familles par communauté. Et là, on va voir apparaître le maniement des statistiques qui va venir s'ajouter à l'argumentation idéologique dont on a vu plus tard. Alors vous voyez, nous approchons de 1668, donc c'est mon troisième point. Eh bien, voyons comment cette marche à l'édit avance. Alors, tout commence par une guerre réglementaire du Parlement de Navarre qui essaie de restreindre la place des protestants. 1640, le Parlement interdit le culte protestant là où il y a moins de 10 familles. Mais ça va être difficilement appliqué. Et puis il y a des tensions. Par exemple, à Assat, un grand-père est condamné en 1643 pour avoir récupéré sa petite fille des mains de ses tuteurs catholiques pour l'élever dans la religion, dans le protestantisme. 1644, le Parlement refuse d'ouvrir un collège protestant et de créer une chambre mi-partie. Toujours cette même année, le Parlement refuse une demande des protestants de partager les charges de jurat dans les municipalités, c'est-à-dire les charges de maire. Et vous savez que les charges de maire sous l'Ancien Régime sont collectives. Elles sont exercées ici par 3, 4, en général 4 jurats. Et donc, ils demandent à participer pour moitié, et donc ça va être refusé. Et puis, en 1658, le Parlement leur interdit de sonner les cloches du jeudi saint au samedi. Donc, ça provoque des querelles terribles. À Orthez, il va y avoir des émeutes. Les catholiques vont fermer la porte du clocher, les protestants vont crocheter la serrure, enfin ça va. Voilà, des petites guerres locales. Alors, ensuite, il leur interdit la même année de tenir des foires et marchés pendant les fêtes catholiques, respecter les fêtes catholiques, et ensuite, il faut aussi respecter les processions. Donc, les protestants ne sont pas obligés de tapisser leur maison pendant les processions. Mais, le Parlement impose que les catholiques tapissent les maisons des protestants, même s'ils ne sont pas d'accord. Et également, donc il y a eu des condamnations à Naï, à Maslac, parce que ça s'est mal passé. Et puis il y a aussi des tracasseries sur la tenue des synodes. Le synode, c'est l'assemblée qui dirige l'église de Béarn. 1662, interdiction de l'exercice du culte à Luc de Béarn à la demande des Barnabites.
sous le prétexte que la cloche et les matériaux du temple provenaient des ruines de l'ancienne église, ce qui n'est peut-être pas faux, et parce que les protestants ne seraient pas plus de 10 familles. 1662, interdiction aux pasteurs d'aller prêcher en dehors de leur lieu de résidence, et notamment d'aller dans les annexes. Ça, c'est pour restreindre le lieu de culte. Et puis on interdit aux pasteurs, et on interdit aussi aux diacres, et puis on va interdire finalement dans ces églises, dans ces annexes où il n'y a pas de pasteurs à demeure, mais qui sont visités par les pasteurs voisins, et bien d'exister même parce qu'on va interdire les consistoires, c'est-à-dire l'assemblée locale qui dirige l'église. 1663, interdiction d'enterrer des protestants en même temps que les catholiques dans le même cimetière. Et alors 1664, Thibaut de la Ville là, est prêt à tout. Il demande l'abolition, carrément, du calvinisme en Béarn. Donc, nous sommes là, 20 ans avant la révocation des lignes Nantes. C'est en quelque sorte le précurseur. Voilà, donc, vous voyez le Parlement qui est en tête par ces mesures qui est en tête de la lutte pour la disparition du protestantisme. Quelle est la position de l'intendant? Lui, c'est la position officielle du Royaume de France, c'est réduire le nombre de lieux de culte jusqu'à qu'il y en ait de moins en moins. Alors lui, l'argumentation, c'est, je le dis, statistique, technocratique. Il a mené une enquête, et qui débouche sur une équation en 2 temps. Donc il constate qu'il n'y a que, environ, j'arrondis, 5000 familles protestantes en Béarn, et qu'il y a 34 temples qui ont un pasteur, 66 n'en ont pas. Donc vous voyez ce qui va arriver, hein, c'est que on va réduire le nombre de lieux de culte. Sauf que, donc, et sa décision, c'est que dès qu'il n'y a que... on va fermer les temples où il n'y a pas de pasteur titulaire, 66, et quand il n'y a pas plus de 10 familles, quand il y a moins de 10 familles, on ferme, on fait disparaître l'église. Sauf que les protestants et Charles d'Auture font remonter des documents à la cour, une contre-enquête et statistique contre statistique qui dit non, nous ne sommes pas 4000, 5000, nous sommes 8000. Hein, et on n'a pas 66 temples, on en a 86. Donc on joue sur les... Alors, et qu'est-ce qu'ils disent? Si vous voulez réduire nos lieux de culte, eh bien à ce moment-là, laissez-nous choisir lesquels. Et permettez-nous de réaffecter ces bâtiments que nous avons financés en 1620-1624 dans des usages d'école ou des usages utiles à la communauté, ne les détruisez pas. Voilà, on est dans ce lieu. Et donc il y a aussi des demandes. Alors Pelot doit aussi argumenter pour des questions qui concernent les évêques. Alors les évêques ont demandé qu'il n'y ait plus de culte protestant à Pau et à Oloron. Et donc il va s'ensuivre un débat. Un débat qui va nous laisser un plan. Une des représentations les plus anciennes de Pau, qui se trouve aux Archives nationales, qui représente à peu près ce qui est la place Clémenceau actuellement, entre la préfecture et le palais des Pyrénées. Eh bien, sur ce plan, vous voyez là le temple que les protestants de Pau ont construit en 1620, avec là le cimetière des Huguenots et là l'hôpital. Et juste en face, qui correspond à la place Clémenceau, on a l'église de Notre-Dame, qui a été déplacée par la suite, et qui est là. Et donc, il y a une croix en plus, qui a été édifiée entre-temps. Alors, quelle est l'argumentation? Eh bien, quand les protestants servent leur culte et chantent, ils perturbent le culte de l'autre côté de la rue, dans l'église Notre-Dame. Donc, il faut détruire ce temple. Et donc, il est situé à 50 pas, ce qui est beaucoup trop près. Pelot va dire, effectivement, ça se passe comme ça en France, donc on va faire la même chose à Pau. Qu'est-ce qu'il propose également? Que, comme en France, les pasteurs n'aient plus le droit de porter le titre de pasteur. Il n'y a que les prêtres catholiques qui sont considérés comme pasteurs, donc ils ne porteront plus que le simple titre de ministre du culte. Il leur interdit de porter la robe hors du temple, d'enseigner à leur domicile,
d'utiliser dans leur prédication les mots de malheur du temps, de persécution, et de dire que leur religion est orthodoxe. Donc on commence à censurer la prédication elle-même. Et ce ne sont pas de simples menaces, parce qu'on sait qu'il y a toujours dans les prêches à ce moment-là, quelqu'un qui écoute et qui va rapporter. Et c'est souvent ces propos rapportés qui vont donner lieu à des procédures. Et il est prévu de limiter certaines pratiques, et notamment les enterrements, qui ne seront plus autorisés qu'entre le coucher et le lever du soleil, avec pas plus de 10 assistants, il ne faudrait pas ça devienne trop dangereux, sauf pour les Oloron, quand elles sont des villes, où il ne pourra pas y avoir plus de 30 assistants aux enterrements. Donc vous voyez, l'étau se resserre, la machine parlementaire, la machine royale, et puis, sauf que ces protestants béarnais, ils ne se taisent pas. Ils ont Charles d'Auture qui mène qui défend auprès des institutions, auprès du roi, leur cause. Et puis ils ont un pasteur particulier qui s'appelle André Magendie. Alors André Magendie, il est ministre de Sauveterre du Béarn, pasteur Sauveterre du Béarn, et il s'est distingué notamment, c'est un grand controversiste, notamment avec les jésuites. Donc il a publié un traité de défense de l'union des réformés ou réfutation des invectives du jésuite Dubourg contre le synode de Charenton, 1651. Et en 1661, il va entamer une controverse aussi, comme on le faisait à l'époque, avec un autre jésuite, donc Jacques Boireau. Et donc il publie un ouvrage qui s'appelle L'Enfant flottant, ou sermon fait au synode de Limbeil le 21 août contre les incertitudes et scrupules inséparables de la communion de Rome. Voilà, donc on reprend. Eh bien, Jacques Boireau va lui répondre. Donc l'année suivante, il va répondre à l'enfant flottant. Là, on est dans le côté incisif de ces controverses. Il va publier un vieillard noyé. Il répond à le vieillard noyé, ou réponse à un prêche intitulé L'enfant flottant, qui va être imprimé donc l'année suivante. Et l'intendant, comme ses contemporains, est convaincu que l'Église protestante ne tient que, je cite, par les instructions que ses ministres font au peuple dans les prêches et par l'autorité de quelques particuliers qui gouvernent dans les consistoires. Si les chefs donnent les mains, le reste n'est que le peuple, suivra facilement l'exemple. Autrement dit, rallier les premiers de cordée actuellement, et tout le monde suivra. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va faire taire ces controversistes. Et on va reprocher à André Magendie d'avoir tenu des propos lors du prêche qu'il a prononcé à Naï lorsque le synode était réuni en 1666. On va lui reprocher d'avoir parlé fort injurieusement des mystères de la religion romaine. Et notamment d'avoir dit, ce sont des jésuites qui ont assisté et qui le rapportent, que les réformés ne se devraient pas mettre fort en peine d'être excommuniés par le pape, parce qu'ils l'excommuniaient réciproquement. Donc, il ne faut pas craindre d'être excommunié par le pape, parce qu'ils excommunient le pape et qu'on souffrait dans l'église romaine des prêtres concubinaires, mais qu'on n'en souffrait point de mariés, plus des propos sur l'Eucharistie. On va dire que c'est l'argumentation traditionnelle et controverse depuis le XVIe siècle, sur la moralité du clergé, et puis le débat eucharistique, qui est le cœur du débat entre catholiques et protestants, sur ce qu'est et ce que représente la communion. Sauf que la religion en France officielle, c'est le catholicisme, et le dogme officiel, c'est le catholicisme. Et si on dit du mal de dogme officiel, on se met en délicatesse avec la loi. Et donc, le 20 juillet 1966, le Parlement, de la vie, décrète une prise de corps à l'encontre de Magendie, et il va être arrêté, 4 mois de prison, et un arrêt va le condamner à faire repentance à genoux, les fers aux pieds, pour les propos tenus à l'encontre de l'Église dans ces 2 livres, et peine assortie d'un bannissement de 6 ans et une amende de 1000 livres, plus interdiction de toute fonction de ministre. Donc André Magendie va
va s'enfuir et va se réfugier à Amsterdam, où, depuis Amsterdam, il va répondre hein, aux controverses entamées. Et donc, à ce moment-là, donc, le porte-parole le plus en vue des réformés donc, a été muselé. Et donc, il ne reste plus qu'à parachever l'œuvre. Et c'est le dernier point. Eh bien, c'est l'édit de Saint-Germain-en-Laye d'avril 1668. La situation est devenue complexe. Hein, donc, on a le Parlement qui veut faire disparaître le protestantisme. On a l'intendant qui veut réduire son importance. Et puis de l'autre côté, on a le gouverneur, Gramont, qui défend les protestants parce que c'est aussi sa clientèle. Et on n'arrive pas à trouver, c'est un petit peu le désordre. Et donc, eh bien, c'est le roi qui va prendre la décision avec un édit. Hein, donc, là, j'ai deux diapositives sur les différentes plaintes et placés que l'on trouve à Paris. Il y a tout un très très gros dossier sur les mémoires des uns et des autres. Donc, voilà, donc là vous avez un mémoire qui est signé par Dauture. Vous avez même des placés qui sont imprimés. Et le plan dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc, le roi va prendre un édit, avril 68, qui porte règlement général sur les différends survenus entre le Parlement de Pau, le clergé de Béarn et les sujets de Sa Majesté de la religion prétendue réformée du dit pays. Donc, un édit portant règlement sur les différends survenus. Donc, que dit le roi? Eh bien, les différends étant considérables et requéraient un règlement général de notre part. Et donc, il présente son édit comme une loi générale, claire, nette et absolue. Le roi est absolu, qui a pour but de régler donc tous les différends qui sont ci-devant survenus sur ce sujet entre eux et qui pourront encore survenir ci-après et dont les uns et les autres est sujet de se contenter. Donc le roi se pose en roi de paix. Alors, que porte cet édit? Eh bien, le roi n'accède pas à la demande formulée par le Parlement de supprimer tous les lieux de culte. Il ne répond pas non plus à la proposition de l'intendant de n'en garder que 10. Alors peut-être qu'il s'était gardé une marge de manœuvre. En fait, il va autoriser 20 lieux de culte. Et il va garder, alors c'est une claque pour les évêques, surtout celui de Laurent, il va maintenir le temple de Laurent, il va maintenir celui de Pau, et ils vont durer jusqu'à la révocation. Et en plus, donc c'était dit, mais déborde à l'intervention du Parlement dans les affaires religieuses. Il interdit au Parlement de prendre connaissance des différends jugés dans les institutions religieuses, dans les consistoires. Il confie les problèmes d'arbitrage sur les cimetières au gouverneur et pas au Parlement. Et de même pour les contestations dans les élections municipales sur le nombre de jurats. Voilà, donc quelle est la seule concession aux demandes du Parlement? C'est le refus de mettre en place une chambre de l'édit, une chambre composée de magistrats catholiques et protestants, mais il donne le pouvoir aux protestants de récuser les juges qui pourraient leur être suspects. C'est écrit. Vous voyez, finalement, c'est assez favorable aux protestants, en fait. Sauf que il leur interdit d'exercer toute charge représentative et réduit à leur place dans les conseils municipaux à un tiers. Donc ils seront systématiquement en minorité. Il y a quand même une réduction. Donc ils s'en donnaient raison aux protestants. Mais en fait, il ne change rien dans le rapport de force institutionnel qui s'est mis en place. Et on dirait qu'on arrive à une sorte, on dirait maintenant, d'accommodement raisonnable, auquel les protestants sont quasiment obligés d'accepter. Donc,
et on les amène à accepter, à céder du terrain, finalement, pour endiguer la colère et la fureur parlementaire. Toutefois, cet édit contient il y a deux vers dans le fruit. Le premier, c'est celui qui a été mis en place par l'intendant Pelot. C'est-à-dire le danger de fixer le nombre de lieux de culte par la loi. Le nombre de lieux de culte, Pelot voulait réduire le nombre de lieux de culte et s'appuyer sur une statistique. Or, si vous changez le rapport statistique, si vous changez la clé, si vous changez le barème en quelque sorte, eh bien, si on peut changer la règle et diminuer le nombre de lieux de culte par une simple décision administrative. Si on décide que non pas ces 10 familles qui suffisent à maintenir l'église ouverte, mais il en faut 20, eh bien, on va enfermer un certain nombre. Et ça, c'est quelque chose qu'on verra apparaître par la suite. La deuxième question, et ça en revient à ce que je vous ai dit au début, c'est la question de l'édit de Nantes. Les Béarnais sont toujours sous le régime de l'édit de Fontainebleau de 1599. Les Français sont sous le régime de l'édit de Nantes de 1598. Or, Béarn et France sont réunis en Édat. Il y a eu une réunion depuis 1620. Donc le roi de France a des sujets qui ont deux régimes juridiques différents. Et en plus, vous savez que les protestants béarnais trouvent que le régime de 99 ne les protège pas parce qu'il était destiné à protéger les catholiques. Or, le régime de l'édit de Nantes protège les protestants français. Il leur accorde certaines sauvegardes. Et donc, la question va être de l'application. Qu'est-ce qu'on fait? On va donc appliquer une seule loi au sujet du roi de France. Et donc, c'est la question de l'arbitrage royal. Eh bien, l'arbitrage royal va casser les édits de 1569. On avait oublié, en 99, on avait oublié de casser les édits de confiscation des biens d'église et d'interdiction du culte catholique. Enfin, c'était pour l'infant, on était bien revenus dessus. Mais surtout, va casser l'édit de Fontainebleau de 99. Il est révoqué. Donc, il n'y a plus d'édit de Fontainebleau pour le Béarn. Alors, quel va être le régime juridique? Eh bien, on va décider d'appliquer l'édit de Nantes. Sauf que le régime de l'édit de Nantes de 1598 a été en France lourdement amendé par des textes successifs qui ont réduit progressivement les privilèges accordés. Et donc, quelle est la subtilité du texte de 1668? Eh bien, c'est qu'il va accorder l'édit de Nantes dans l'état où il a été transformé en 1668. Vous voyez, c'est un peu retors. Hein. C'est-à-dire, c'est l'édit de Nantes réduit, diminué. Mais le Parlement de Navarre n'est pas content. Il refuse d'enregistrer. Il faut attendre 1669 pour qu'il soit pris. Et que le roi enjoigne au Parlement d'enregistrer cette date. Et puis, entre-temps, la législation royale a changé. Pour définitivement pacifier, puisqu'il y a encore des tensions en Béarn, il va prendre un arrêt en Conseil d'État le 15 septembre 1670. Et cet arrêt de 1670 du Conseil d'État, alors lui c'est encore mieux que ce qui a été fait précédemment, c'est qu'il va réduire l'édit de Nantes rétroactivement à ce qu'il était en 1659. C'est-à-dire qu'il va on va appliquer un texte rétroactivement, nous sommes en 70, donc on va vous appliquer un régime qui existait en 1659, et en plus, donc, un édit de Nantes qui est un édit réduit. Et désormais, toute la législation qui s'applique à l'édit de Nantes va suivre le même processus. Et on sait qu'en particulier, en 1669,
donc juste un an après 68, hein, eh bien, Louis XIV a pris pour les protestants français un texte encore restrictif à l'édit de Nantes, en restreignant l'accès à certaines professions, un certain nombre de lieux de culte. Eh bien, tout ceci, puisque l'édit de Nantes s'applique qu'à partir de 59, toutes les mesures restrictives qui s'appliquent à l'édit de Nantes vont s'appliquer aussi en Béarn par la suite. Donc, c'est une mesure, finalement, de pacification dans lesquelles les Béarnais se sont fait coincer, finalement. Voilà. Donc, presque un demi-siècle après le rattachement de l'ancienne souveraineté au Royaume de France, donc l'année 1668 marque un tournant dans l'histoire du Béarn. La division entre catholiques et protestants y a abouti non pas à l'application de l'édit de Nantes, mais à une intégration rétroactive des mesures restrictives apportées à celui-ci, et elle a mis fin donc au particularisme administratif local. Pourquoi? Parce qu'en 1620, les protestants béarnais les Béarnais avaient obtenu, en contrepartie de la perte de l'indépendance, un certain nombre de privilèges, et notamment en faveur du Parlement. Et à partir de 1668, eh bien, le Parlement va être donc désavoué par le roi de France, et à partir de 1682, le roi va désormais non plus administrer le Béarn depuis Bordeaux par un intendant de Guyenne, mais par un intendant sur place à Pau, qui va surveiller les uns et les autres. Et celui qui a le pouvoir, en fait, c'est le représentant du roi, c'est l'intendant. Et ces intendants, ce sont des maîtres des requêtes, ce sont des gens qui sont extrêmement bien formés, extrêmement dévoués à la cause royale, et qui vont être très efficaces pour combattre les pouvoirs locaux au profit de la monarchie absolue. Donc Louis XIV, il a réussi une double opération. Il a fait taire les protestants béarnais, il les a amenés à reconnaître la perte d'un grand nombre de lieux de culte, il ne reste plus que 20, et il leur a appliqué un édit de Nantes, une sorte de peau de chagrin d'édit de Nantes en quelque sorte, et il a réussi à museler le Parlement de Navarre également. Donc on va dire que finalement, le roi a bien profité de cette dichotomie religieuse du royaume pour imposer son pouvoir. Mais bon, à partir de 1668, et 1680, c'est lui qui a le pouvoir absolu, et cette dichotomie, il n'en a plus besoin. Et il va s'acheminer vers l'extinction du protestantisme, c'est la marche à l'édit de Nantes, et ceci va se traduire en Béarn, c'est là que le piège dont je vous ai parlé va se refermer, par un certain nombre de mesures, c'est une forme d'épilogue. Eh bien, l'intendant qui a été nommé en Béarn, en 85, il s'appelle Nicolas Foucault. Il est bien connu parce qu'il a déjà sévi en Poitou, et il est bien avoir l'intendance de Montauban, donc plus important. Et comme il a été mal vu en Béarn, il s'est pas très bien conduit, je vais dire pourquoi, eh bien on va le nommer à Pau. Il se considère en exil, donc il va vouloir faire du zèle. Et donc il va donc entreprendre des mesures de restriction. Pelot avait calculé statistiquement le nombre de temples qui pourraient être ouverts. Donc que fait Foucault? Il le dit dans ses mémoires, j'affectais de ne laisser subsister que les temples justement au nombre de 5, on passe de 15 à 5, dans lesquels les ministres étaient tombés dans les contraventions qui comportaient la peine de démolition du temple. Lorsque, par exemple, les pasteurs allaient prêcher dans les annexes, s'ils se faisaient coincer à ce moment-là, si jamais ils enseignaient à des enfants chez eux, à ce moment-là, on fermait donc l'église. Donc, démolition du temple, et dont la connaissance était renvoyée au Parlement, de sorte que par ce moyen, il ne devait plus rester de temple en Béarn. En fait, il en autorise 5, mais c'est des 5 qui sont amenés administrativement à disparaître. Sauf que ça ne suffit pas. Et là, on quitte la violence administrative, on arrive au bout de la violence administrative. Fait mal voir en Poitou, c'est parce qu'il a expérimenté une méthode de conversion, c'est celle des missionnaires beauté, c'est-à-dire ce qu'on a appelé les dragonnades. C'est-à-dire, ça consiste à loger chez les protestants des régiments pendant les périodes de casernement, mais uniquement chez les protestants. Autrefois, on partageait, et c'était les communautés qui
dédommager les régiments. Mais là, on va les loger directement, et avec pour mission d'entraîner la conversion de la famille chez qui ils sont logés. Alors il y a eu beaucoup de plaintes, c'est pour ça qu'il a été chassé du Poitou. Mais en Béarn, il connaît la recette, il va l'appliquer. Et donc il va entreprendre ses dragonnades. Et donc elles commencent à Pontac le 17 mai et elles se termineront à Orthez le 14 juillet. Donc Pontac, Limbeil, enfin progressivement. Donc ces régiments se déplacent vers l'ouest. Et on a même un texte de l'évêque de Tarbes qui se plaint des méthodes qui sont employées pour convertir les gens et qui dit que c'est pas comme ça qu'on doit convertir les gens, qu'il y a d'autres manières de le faire. Ce qui est quand même assez courageux de sa part de s'opposer à une telle politique. Et donc, au mois d'août, eh bien, l'ensemble des protestants béarnais ont été convertis par la force. Ce sont en général des conversions collectives. Donc on amène la communauté devant une haie de soldats au temple, à l'église, pardon, pour ces abjurations collectives. Et ça on le sait parce que dans les registres paroissiaux, le curé a retranscrit ces abjurations. Alors au début elles sont individuelles parce qu'il y en a qui résistent, et puis bon, quand on voit l'exemple comment se sont comportés les soldats, eh bien parfois certaines communautés préfèrent anticiper et se convertir dès l'arrivée des soldats dans la ville. Et donc là, c'est là que s'arrête finalement l'efficacité de ces mesures administratives dont je voulais vous parler jusqu'à présent, mais qui ont quand même été très efficaces pour réduire la place de l'Église qui était autrefois majoritaire et qui est devenue donc à la fin du XVIIe siècle minoritaire à ce moment-là. Donc les missionnaires votés sont venus achever en quelque sorte le travail de toute cette entreprise qui a été réalisée entre 1620, 1668 et 1685. Voilà, je vous remercie.